forme, le paraphe d'un maître d'écriture n'est point beau. Peut-être faut-il dire qu'un ornement libre n'est jamais beau, ni un ornement cherché. Au contraire, on trouve aisément de la beauté dans la masse et dans les arceaux d'un aqueduc strictement réglé par les matériaux et par la fin poursuivie. Il est remarquable qu'un homme de goût et d'ailleurs adroit ne puisse jamais trouver une belle forme quand il est serré mille fois, à moins d'imiter les objets réels ou les vieux modèles. D'où le conclurait trop vite que le beau est dans les formes naturelles ou imposées. Ce n'est pas si simple, car toutes les choses et toutes les œuvres ne sont pas également belles. Toujours est-il qu'il y a une dangereuse liberté dans les œuvres de la peinture, du dessin et surtout de la simple prose, et qui fait voir par les résultats ce peu que crée l'imagination errante. La puissance de l'architecture vient sans doute de ce que ces œuvres sont toujours régies par la pesanteur et par les nécessités du climat, ce qui donne une matière et une prise à l'action humaine. Et cela s'accorde avec les principes, car c'est lorsque l'obstacle est réduit au mécanisme pur que la liberté humaine s'exerce le mieux, au lieu que la libre invention ne fait voir en réalité que le désordre des passions et l'homme petit. Le jardinier ne fait point tout ce qu'il voudrait, les distances entre les arbres, d'un rosier à l'autre, la disposition des plantes, selon l'air et le soleil, résiste aux fantaisies du décorateur. L'art des bouquets et des guirlandes est moins soutenu, parce qu'il trouve bien moins d'obstacles. Un bouquet enfin est à peine quelque chose. Au contraire, l'œuvre de l'architecte s'affirme avec force par tous ces liens de nécessité qui veulent ici des contreforts, de là des gargouilles. Ah, et ce qu'il faut surtout remarquer, c'est que le vrai architecte ne dissimule jamais ses contraintes, et le propre du génie est sans doute de les accepter sans aucun mensonge. Ainsi, ces édifices fortement appuyés sur la terre enferment plus d'une bonne leçon. C'est pourquoi il est bon de reconnaître que les heureuses proportions des colonnes grecques furent reprises des troncs d'arbres que les colonnes remplacèrent et que l'ogive n'en est en un sens qu'un expédient de maçon. De même, ces toits pointus que l'on admire dans les vieilles maisons furent disposés selon la pluie, le vent et les matériaux. Et sans doute par le progrès des transports et de l'industrie, y a-t-il trop de liberté, ou pour mieux dire de fantaisie dans les maisons neuves, où l'architecte règle les matériaux qu'il emploie d'après l'idée qu'il a. Aussi son idée est toujours trop visible, abstraite et pauvre. À la surface de l'objet non enraciné, l'ornement ne s'y incorpore point. Une vieille maison a bien plus de force affirmative jusqu'à imposer des ornements assez grossiers. La sculpture, tant qu'elle n'est qu'ornement, n'est pas tenue d'avoir sa beauté propre, mais il faut qu'elle soit prise dans la masse. Beaucoup préfèrent aux plus belles statues les simples lignes de cette beauté prisonnière. Ces naïves figures séparées seraient laides, mais elles sont tenues par l'édifice. Aussi voit-on qu'elles ont d'autant plus d'expression qu'elles s'avancent moins, et le temps qui les efface presque et les ramène encore mieux à la forme générale achève ce genre de perfection. Sans doute le bas-relief et les figures des médailles qui appartiennent à l'architecture furent d'abord l'œuvre du temps. Et il est vrai que le temps orne les beaux édifices en dénudant la forme durable et offre ainsi ces beaux modèles, hors desquels l'art architectural ne peut rien. Le génie humain n'a donc qu'à reconnaître ici le beau de ses propres œuvres. Même les vieilles maisons subissent par le poids des années un tassement qui offre de belles lignes et la forme utile en même temps. C'est par là que le scrupule de l'artisan égale le génie. Les maisons des paysans, j'entends celles qui durent, se joignent ainsi à la terre comme des choses de nature, où le travail de l'homme néanmoins se reconnaît. Ainsi l'usage, l'imitation, l'action même du temps ont fixé les formes, ce qui explique assez que l'architecture populaire l'emporte de si loin sur l'autre. Et aucun art ne réduit plus sévèrement les caprices d'imagination. Michel-Ange disait donc qu'il n'y a point de grand artiste sans quelque pratique de l'architecture. Obscure et profonde pensée, car il est vrai premièrement que l'architecture porte et règle deux des arts principaux qui vont suivre, la sculpture et la peinture, par l'art de l'ornement qui les domine tous les deux. Mais deuxièmement, il est vrai aussi que quoique caché que les formes sans matière, en tout art sont laides, et qu'enfin l'action comme la pensée doit se tenir tout près de la chose. Rien ne l'enseigne mieux que ce mouvement des piliers massifs qui ramène toujours la pensée vers la terre. Sous ces voûtes, la pensée trouve son mouvement vrai, toujours s'élevant et toujours ramené. Des signes. Les monuments sont les premiers écrits, car l'écriture n'est qu'un signe durable, et ce langage, comme l'autre,
est née sans qu'on y pensât. L'idée d'accumuler des pierres sur une tombe, précaution contre les bêtes, est bien naturelle. Telle fut la première épitaphe, et les artifices qui ont suivi n'en ont point changé la forme générale. Seulement après avoir lu ces signes naturels, on a voulu les faire plus visibles, plus frappants, ce qui devait conduire au dôme, à la pyramide, au cône, et sans doute le rapport de la hauteur à la base dans un édifice bien équilibré rappelle toujours les premiers tombeaux. Ce genre de signe frappe plus par sa masse que par sa hauteur, comme il est visible dans les cathédrales, qui, vues de loin, ont pour base toute la ville. On peut voir dans Amiens, dans Bourges, dans Soissons aussi, mais moins frappant, ce juste rapport entre la forme de la ville et celle de la cathédrale. Et ce signe de pierre est bien expressif quand on l'aperçoit à travers les feuillages. Cette masse qui arrête la lumière est mieux vue qu'une flèche ambitieuse. La croix est un tout autre signe, et c'est peut-être le signe par excellence, comme on a pu voir en ces tristes temps, par les croix de bois hautes à peine comme un enfant sans art, presque sans matière et si visible. La nature ne fait pas de croix, ses angles égaux sont le signe de l'homme. Ce signe porte de belles légendes, mais il est directement vénérable. C'est le signe tout nu où la volonté éclate, c'est le signe qui n'annonce rien que lui-même. Aussi rappelle-t-il l'homme à l'homme. Toutes les grandes idées se terminent là, et l'image du juste crucifié n'y ajoute rien. Le signe parle plus haut, dans la solitude, mieux rustique, mieux. Parmi tant de supplices, celui-là a vaincu par le signe. On aperçoit en quel sens il y a un langage naturel des monuments, comment la convention et l'abstraction y sont mises, c'est ce qui peut être compris par les hiéroglyphes. Il y a des hiéroglyphes partout, et plus qu'on ne croit. Un serpent, une chimère, un dragon, Pégase, sont des caractères qui nous sont familiers, mais qui étonneront sans doute les archéologues dans 2 ou 3 000 ans. De ce langage sont nées la sculpture et la peinture, d'abord étroitement liées à l'édifice, et certainement errantes et affaiblies depuis qu'elles en sont détachées, mais considérons-les ici comme signes seulement. Le propre de ce langage est de se ramasser tout en une seule chose au lieu de se développer comme l'autre en une suite de caractères. Aussi, un seul regard y saisit le tout, enveloppé et comme fermé, mais que l'on possède pourtant en un sens. Ce genre de lecture est bon, c'est peut-être le seul qui développe le penseur au lieu de développer seulement les idées. Il y faut du temps, mais seulement pour l'inventaire d'une richesse qu'on a d'abord toute. Et la beauté propre à ces signes est toujours qu'ils n'annoncent rien qu'eux-mêmes. Les allégories sont un peu bavardes et aisément laides, mais on dirait que les belles œuvres ont d'abord pour règle de ramener l'imagination à elles, de la limiter à leur contour, de la fixer et enfin de la lasser et endormir par une perception souveraine. Le Bacchus assis de la Sixtine n'exprime rien tant qu'on l'interroge, mais si on le regarde seulement, alors il parle assez. Il est remarquable que toutes les belles figures, et surtout celles qui sont liées à un édifice, expriment le silence. C'est pourquoi le silence s'établit fortement dans ces édifices pleins de signes. Ce langage supprime l'autre, et il est commun que l'autre amplifie les rapports et oublie l'homme. Mais celui-là pose toute la pensée autour d'un centre, et ramassé et replié, et toujours allant du dehors au dedans. On retrouve à chaque fois ces formes encore plus silencieuses et plus riches, plus sûres d'elles et de nous. En sorte que, par ces signes, toutes nos pensées prennent juste force et juste place. On compte que Goethe quittait souvent la conversation pour aller regarder de belles images. Ainsi, il remettait ses pensées en ordre. Non pas telle ou telle, mais toutes, car selon ce langage fort, il n'y a pas une idée et puis une autre. Le temps et le mot sont abolis, mais il est vrai que l'autre langage veut s'y glisser toujours par ses gestes et mouvements de muet qui remplacent les paroles. De quoi le beau signe se garde, étant d'abord repos, immobilité et attente. Le célèbre sphinx exprime assez bien cela. C'est une expression qui tue tout ce qu'on peut dire. Massacre d'opinions. Il faut écrire pourtant cela même afin de séparer les genres contre les opinions usurpatrices. Mais craignons le mépris du sphinx. Des ornements. On peut apercevoir ici le prix de l'ordre. Si l'on n'a pas considéré l'architecture qui porte l'ornement, on ne peut comprendre les règles de la sculpture et de la peinture dites décoratives. Au contraire, si l'on a bien compris par quoi un monument nous touche, on est conduit assez aisément aux 2 règles principales. La première est que l'ornement doit être pris dans la matière même, comme s'il avait pour fin d'en mieux faire voir le grain et la dureté. La seconde est que l'ornement ne doit jamais dissimuler les nécessités de la matière, ni l'œuvre du maçon. D'après la première règle, le poli, les cannelures, les arêtes vives sont des ornements,
car il n'y a que la pierre la plus durable qui conserve le poli et le coupant. Mais d'autres règles dérivent de celle-là. Les pierres dures ne se prêtent pas à des reliefs fragiles, car la dureté même de la pierre est cause qu'elle serait brisée par l'effort de l'outil. Le bas-relief est donc la loi des ornements sculptés, et c'est sans doute la raison pour laquelle les peintures et les dessins d'ornements doivent fuir même l'apparence des reliefs fragiles. Ajoutons à cela l'obligation de peindre aussi près que possible de la matière. Ces deux sévères conditions ont détourné les peintres de copier tout le détail des choses et ont engagé la peinture et le dessin dans des chemins arides, mais qui les ont conduits aussi bien au-delà de l'imagerie. Pour parler seulement de l'ornement, il est visible que le style consiste principalement dans ses formes simplifiées, dans ses reliefs aplatis, dans cette soumission enfin à la condition de résister et de durer. Au reste, le temps simplifie encore et fait disparaître les erreurs du goût, en sorte qu'ici progrès vient d'usure et vieillissement. Dès qu'il échappe à ces difficultés, l'art ornemental se perd dans les formes confuses et tombe enfin dans ce ridicule de vouloir rivaliser avec les choses mêmes. Quelle vanité, dit Pascal, que la peinture qui attire l'admiration par la ressemblance des choses dont on n'admire point les originaux. Les grands peintres répondent assez bien, mais il y a peu de grands peintres. D'après la deuxième règle, l'ornement ne doit jamais dissimuler la jointure des pierres, et ici encore le temps se charge d'effacer les mensonges que le sculpteur se permettrait. Par la même raison, l'art des vitraux ne doit point dissimuler l'armature de plomb, et du reste, il ne le peut point. Ces arts qui ne peuvent ruser sont la vraie école du sculpteur et du peintre, comme aussi l'art de décorer les poteries qui disposent de si peu de moyens. Au reste, le propre de l'ornement est d'obéir d'abord à la forme de ce qui l'orne. On aperçoit ici une analogie remarquable entre les arts d'ornement et les œuvres du langage écrit. L'élégance dans la phrase, toujours laide, consiste toujours à vouloir cacher, si l'on peut dire, la jointure des pierres et à déformer les mots pour décrire les choses. À ce signe, vous reconnaîtrez les œuvres périssables, car les mots du langage commun et les liaisons de syntaxe sont ici comme les pierres dures et le ciment. Revenons donc sur cette idée que tout ornement libre est laid. C'est la raison pour laquelle les costumes ont presque toujours plus de style que les autres objets ornés, et pourquoi une broderie en couleur plaît plus aisément qu'une peinture qui n'est que peinture. Mais chacun peut remarquer aussi que l'étoffe drapée selon les nécessités du costume rend la broderie bien plus belle. Une grecque qui borde un vêtement est plus belle que sur l'homme et dans les mouvements qu'étalés. Les remarques de ce genre sont fort utiles en des sujets où tout a été proposé et soutenu. L'histoire de tous les arts se développe de chef-d'œuvre en chef-d'œuvre à travers des erreurs de goût continuelles et incompréhensibles. Toutefois, il en sort un enseignement assez clair, c'est qu'un art trop libre s'égare toujours. On dirait bien que l'art est la parure de l'œuvre et que toute œuvre est d'artisan, car il est clair que la liberté n'est point hors des œuvres, et comme on fait de nécessité vertu, ainsi fait-on de nécessité ornement et beauté. En bref, il faut toujours qu'une forme saisisse et enferme quelque chose. Autrement dit, il faut que la forme soit objet. Or, une chose a mille formes, et la chose vivante passe d'une forme à l'autre, sous le regard. La chose humaine surtout qui change par le regard même, et cette agitation et mensonge toujours, l'être s'y cache comme crotté. Aussi, ce n'est pas une faible puissance dans les arts qui viennent maintenant de représenter toujours l'immobile et le mouvement, même par l'immobile. Mais la sévère architecture ne permet même pas ces statues libres qu'on voit dans les jardins et qui marchent par la promenade. Tout est collé à l'édifice. Les formes rentrent dans les murailles. Beauté enchaînée, ce qui reste alors d'un homme, une fleur, d'un feuillage, dit beaucoup s'il parle encore. Enfin, la répétition même dans l'ornement s'oppose à cette mobilité et instabilité qui est la faute de l'esprit. La science, parce qu'elle manque d'une matière forte, n'y réussit point, et peut-être n'y a-t-il que les belles choses qui posent l'esprit. Des meubles. Socrate disait, et Platon le prend pour lui, qu'une cuillère de figuier est belle si elle est utile. Cette idée si naturelle doit être souvent rappelée dès que l'on traite des beaux-arts. Une cuillère, car le mauvais goût n'est peut-être que la passion d'orner pour orner. Or, les œuvres répondent sévèrement à ces tentatives puériles. La fantaisie, dès qu'elle est devenue chose, ruine toutes les espérances, et la loi de tempérament ne s'exprime nulle part aussi rigoureusement que dans ces œuvres qui restent et qui ne se laissent pas oublier. Mais il faut pardonner beaucoup à ces chercheurs d'ornement et de forme. La colombe, disait Kant, peut croire qu'elle volerait encore mieux dans le vide,
Il y a là de l'obéissance dans les belles œuvres et dans les belles actions aussi. Ainsi, en suivant les chemins de l'utile, avec soumission et amour de ses humbles travaux, l'homme sème les parures ici et là, selon l'occasion, la matière et la commodité. Le peintre, dit Balzac, ne doit méditer que le pinceau à la main, mais son peintre travaillait trop loin de la matière et mourut fou, je dirais plutôt, en ajustant de plus près l'idée à la chose, que l'artiste ne doit méditer qu'en poussant l'outil. C'est ce que l'étude la plus sommaire des beaux meubles fait voir assez, car c'est peut-être dans l'art du meuble que le style est le mieux reconnu. L'idée de joindre des bois différents, seulement des pièces du même bois mais diversement orientées, est une idée de menuisier, et c'est par ce moyen que l'on obtient ces blocs solides dans lesquels on taille des hélices d'avion, et l'ornement comme dans les parquets n'est qu'une règle que l'on suit, alors que les petits changements du bois se compensent. Ainsi, l'ornement ne fait que marquer l'œuvre durable. Les sculptures de même servent d'abord à rendre sensible aux yeux la solidité de la matière employée, car premièrement, une matière fragile ne se prête pas au travail du sculpteur, et deuxièmement, un mauvais bois ou un métal mince et creux ne résiste pas au choc et à l'usure, et la forme en témoigne, plutôt la forme et la matière portent témoignage l'une pour l'autre. Ainsi, l'utile éclate dans l'ornement. Par exemple, un pavage en rosace, s'il se soulève ou déforme, la rosace en témoigne, une marqueterie de même. Aussi voit-on réellement et au premier coup d'œil qu'une chaise aux pieds sculptés n'est pas boiteuse, sans l'essayer. Chacun a pu faire aussi cette remarque, que dans les beaux fauteuils, on est bien assis, mais non pas couché. Les meubles de beau style ou simplement de style, comme on dit bien, sont tous pour la conversation et la politesse, et encore plus évidemment que ne fait le costume. Il règle l'attitude et par là les pensées et les passions. Aussi les rangs, quand il y en a, dès que cette sévère ordonnance est si nécessaire aux conversations, ne se fait plus voir, les formes n'ont plus de sens. Il faut que la société soit soutenue par les meubles, comme les femmes par le corset. Si l'abandon, la nonchalance, la fantaisie s'y mettent, vous n'aurez même plus d'esprit. L'homme n'a rien de bon à dire s'il ne se tient, et une confidence ne vaut jamais qu'on l'écoute si elle n'est composée. Le goût est principalement dans le pressentiment de toutes les sottises qui peuvent naître d'un mobilier complaisant. Il est vrai que si l'on récite des lieux communs, l'ennui vient et qu'il vient souvent. Mais il faut aussi que l'improvisation soit réglée, car il est important que nul ne soit blessé, ni ne craigne de l'être. Il en est donc de la politesse comme de toute forme. Si elle est vide, elle n'est plus rien. Au rebours, qu'est-ce qu'un récit sans forme? L'art de plaire en racontant est un art périssable, dont il ne reste quelques traces que dans l'art épistolaire. Mais les meubles en gardent quelque chose. J'entends bien que Rousseau trouvait ses idées ailleurs que sur ces meubles-là, mais aussi ce n'était pas un homme de conversation, et du reste le style écrit a d'autres règles. Il faut dire enfin que les ornements des meubles obéissent encore à une autre condition, c'est qu'ils ne doivent ni gêner, ni inquiéter, ni accrocher, car les plaisirs de société dépendent aussi des mouvements aisés et faciles, et le moindre incident gâte une soirée. Si l'on joint toutes ces conditions, on comprendra assez que les beaux meubles sont nés de même, peu à peu, par le travail des artisans, par la préférence accordée aux meilleurs modèles, et par les copies qu'on en faisait. Rien ne peut remplacer l'épreuve du temps, d'autant plus efficace ici que la vanité, l'envie et le besoin d'affirmer son pouvoir par des œuvres originales stimulent l'esprit de l'artisan et le poussent à rechercher les vieux modèles, en sorte que l'art du mobilier progresse par un génie commun et comme diffus. On saisira l'analogie bien frappante qu'il y a entre cet art des artisans et la musique populaire, qui a trouvé elle aussi sa perfection et son style dans la soumission aux nécessités. L'esprit est créateur dans ses luttes et après des siècles, son œuvre étonne, pensée forte et durable par la matière qu'elles ont saisie. Mais faute d'avoir accepté ces sages leçons, les inventeurs d'un style nouveau en sont au chaos d'avant la Genèse. Le verbe flotte sur les eaux.